Depuis le début des travaux d'un immeuble, certains membres trouvés sur place témoignent. Un jour, une barre de fer est tombée sur la toiture de ma chambre alors que j'étais une femme enceinte. Heureusement que j'ai pu me sauver de justesse. À chaque fois, nous recevons des débris sur nos toitures. Venez voir, c'est visible. Même ma femme a été victime de ces gravats. Trop, c'est trop. Des fers, des bétons, nous en recevons de toutes sortes. Sur nos toitures, c'est vraiment désolant. Toutes nos excuses, ce n'était pas le bon élément. Je vous parlais tout à l'heure de Serigne Abdou Bara Dolly Mbacké qui s'invite dans la polémique autour du foncier au Sénégal. Le parlementaire enfonce Madiambal Diagne, à qui il promet désormais la loi du talion. Face à la presse vendredi, le député a exprimé sa volonté de demander l'ouverture d'une enquête parlementaire sur le foncier. Issa Tine, compte rendu. S'invite dans le débat sur le problème foncier qui défraie la chronique au Sénégal. Il balaye les accusations de Madiambal Diagne portées contre Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké et déverse sa colère sur le journaliste. Ce que dit Madiambal Diagne à propos de Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké est un tissu de mensonges. Rien n'est vrai là-dedans. Et ce n'est pas la première fois qu'il s'attaque à Touba. Il avait commencé avec Serigne Saliou. En plus, on se souvient de ce qu'il a dit à Aladji Bara avec la mosquée. Il a même tenu des propos discourtois à l'endroit de Serigne Mountakha. S'il s'attaque à Serigne Bass Abdou Khadre, il s'attaque à toute la communauté mouride. Pourquoi il n'a pas parlé des autres bénéficiaires et il se démène à salir la réputation de Touba? Selon lui, Madiambal Diagne a aussi bénéficié de ses terres, mais Barthélémy Diaz n'a pas aussi échappé à ses tirs. Madiambal Diagne a fait du chantage à Maître Abdoulaye Wade, qui lui a donné beaucoup d'argent. En plus, il lui a tourné le dos. Il fait la même chose avec Macky Sall. Aujourd'hui, ils ont des problèmes, leurs relations ne sont pas au beau fixe et ils s'attaquent aux autres, ils parlent pour régler ces problèmes. Déjà, le 17 juillet 2018, on lui a remis 2 hectares sur le lot 45 titre foncier 1775R à Bambilor. Le 25 février 2015, il a reçu 5500 mètres carrés à Tivaouane Peulh Niaga. En ce qui concerne Barthélémy Diaz, il n'a rien à dire parce qu'il a donné des autorisations de construire et aujourd'hui il nous tympanise. On ne peut pas se battre contre quelque chose et puis donner des autorisations de construire. S'il a un problème d'argent à régler avec l'État ou avec les préfets ou autres, qu'il le règle et qu'il n'y mêle pas les Sénégalais. Il s'érige en bouclier contre les détracteurs du porte-parole du khalife général des Mourides et menace. S'il n'arrête pas et si jamais il reparle, je donnerai plus de détails. Je dirai tout. D'ailleurs, je demande au procureur de rouvrir le dossier le concernant. Un dossier qui a été bloqué pour que Madiambal Diagne se retrouve en prison. Pourquoi il s'attaque tout le temps à Touba? Qu'il arrête de parler de la ville religieuse où il me retrouvera sur son chemin. Le député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké compte saisir l'Assemblée nationale la semaine prochaine pour l'ouverture d'une enquête parlementaire sur le foncier. Sur ce, il promet une guerre sans merci à Madiambal Diagne. Litige foncier à Grand Dakar, sommet de déguerpir, la famille Dieng dit non et entre en conflit avec le promoteur qui construit sur les lieux. Une affaire qui prend de l'ampleur puisque presque tout le quartier s'est mobilisé pour barrer la route à celui qu'il qualifie de spoliateur. C'est un reportage signé Ibrahima Lo. Voilà la situation à laquelle cette famille du quartier Cinéma Liberté de Grand Dakar est confrontée depuis le début des travaux d'un immeuble. Certains membres trouvés sur place témoignent. Un jour, une barre de fer est tombée sur la toiture de ma chambre alors que j'étais une femme enceinte. Heureusement que j'ai pu me sauver de justesse. À chaque fois, nous recevons des débris sur nos toitures. Venez voir, c'est visible. Même ma femme a été victime de ces gravats. Trop, c'est trop. Des fers, des bétons, nous en recevons de toutes sortes. Sur nos toitures, c'est vraiment désolant. Ces pères et mères de famille se disent laissés à leur propre sort.
sama ñaari portable samay saaku yére ay darab laa sànni ndax si ma. may dégg bu ma wiiree dem woo leen ni leen kaay la xool duñu ma faale maire ñi ngi ñëw pardon rek. su la ñuy ñëw jëndee ardoise yu bees montal ñu ko ñoo ngi ñëw def ko saa. Cet aîné de la famille Dieng dit avoir effectué toutes les démarches mais en vain. kër gi ñun ñoo fi dëkk démb dama liggéey wàcc ñëw fekk ñuy tëj koñ bi. Hier soir, quand je suis revenu du travail, j'ai trouvé un barrage devant la maison. J'ai contacté le maire pour savoir qui en est l'auteur et il m'a répondu que c'est lui qui a délivré l'autorisation parce qu'on doit construire une route sur place et la route va venir démolir la maison. Après avoir démoli les barrages effectués par la Zéroute, les populations de Grand Dakar comptent porter le combat pour le bien-être, dit-elle, de toute une localité. Interrogé sur la question, le maire de la commune de Grand Dakar assure que les habitations concernées par le déguerpissement sont construites en toute illégalité. Jean-Baptiste Diouf révèle que c'est la Géroute qui va effectuer des travaux sur cette partie de sa commune. Jean-Baptiste Diouf, maire de Grand Dakar, au micro d'Ibrahim Lo. Les travaux du privé n'ont rien à voir avec cette maison. Les travaux aussi de la commune avec le privé, le partenariat pour faire le terrain de football et les parkings n'ont rien à voir. Alors, donc il faut faire la part des choses. Le problème de cette famille-là, c'est que cette famille est actuellement sur une voie. Hein? Il y a une route qui doit sortir là-bas. Et je crois qu'ils sont installés sur cette voie-rue. Alors donc, ce qui fait que la Géroute a demandé à ce que cette famille puisse quitter les lieux. Mais cette famille n'a pas un titre foncier, n'a pas un bail et n'a pas un permis d'occuper. Et ils sont installés sur la voie. Non, ce n'est pas moi qui les ai assistés. Quand il y a eu cet accident, c'est moi qui ai intervenu auprès du privé pour lui dire il faut réparer. Le Sud-Juste dans la rue vendredi prochain. Le syndicat des travailleurs de la justice exige la matérialisation des accords signés en 2018. Face à la presse, El Hadj Ayeboun Malick Diop et compagnie ont fustigé l'attitude de leur ministre de tutelle. Maître Malick Sall est accusé de bloquer les réformes. Maître El Hadj Ayeboun Malick Diop, secrétaire général du Sud-Juste, est interrogé par Mamadou Dieye. Nous allons déposer aujourd'hui une déclaration de marche pour vendredi prochain parce que nous comptons protester et dénoncer l'attitude de M. Malick Sall, ministre de la Justice, qui ne cadre pas avec ses responsabilités de garde des Sceaux, ministre de la Justice. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'être un responsable du gouvernement, responsable d'un département, et vouloir ignorer royalement les doléances des travailleurs des acquis. Ils sont au nombre de 3. Depuis qu'il est là, 1 an, il n'arrive pas à faire bouger les choses. Il n'arrive pas à matérialiser ces décrets qui ont été déjà signés au bénéfice des travailleurs de la justice. C'est une incapacité qu'on ne saurait tolérer de la part d'un garde des Sceaux. C'est pour cela, après l'avoir sensibilisé au bout d'une année, on s'est rendu compte qu'au-delà même d'une mauvaise volonté, il y a une volonté de saboter ce que nous avons acquis et certainement il va essayer de tromper la religion du gouvernement et la religion du président de la République en lui présentant un argumentaire cousu de fil blanc. Que le président de la République fasse attention parce que aujourd'hui on ne saurait comprendre un rétropédalage de sa part après qu'il nous ait reçus et entendu notre plaidoyer et avoir accédé à nos demandes. 23 cas graves en réanimation et 92 nouvelles contaminations. Telle est la situation de ce vendredi du coronavirus au Sénégal. Lors du traditionnel point quotidien du ministre de la Santé, Dr Aloyse Waly Diouf a aussi annoncé 106 nouvelles guérisons. Je propose de suivre Dr Aloyse Waly Diouf, directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Répartis entre Guédiawaye 2 cas, Rufisque 3 cas, Mbao 1 cas, Diamaguène 1 cas,
Liberté 6, 1 cas. Bambilor, 1 cas. Kounoune, 1 cas. Yarah, 1 cas. Malika, 1 cas. Diamniadio, 1 cas. Kébémer, 1 cas. Et enfin Touba, 4 cas. 106 patients hospitalisés ont été déclarés négatifs et guéris. 23 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 4851 cas ont été déclarés positifs, dont 3100 guéris, 56 décédés et donc 1694 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Coronavirus au Sénégal. L'assouplissement des restrictions semble doper le virus. Le nombre de cas ne cesse d'augmenter. Loin de céder à la panique, les Sénégalais rencontrés insistent toutefois sur le respect des gestes barrières. Moustapha Junior Diop. Depuis l'assouplissement des mesures de restriction, le Sénégal continue d'enregistrer de nouvelles contaminations et de décès liés au coronavirus. Malgré tout, certains Sénégalais se disent être en phase avec les mesures d'assouplissement. C'est le cas de Moussa Sow. Les restrictions ne pouvaient pas continuer. Il fallait à un moment assouplir un peu pour permettre de désengorger un peu notre économie, laisser les gens en libre circulation, etc. Maintenant, c'est à nous, populations, de prendre nos responsabilités, de vivre avec le virus. Si on dit vivre avec le virus, c'est-à-dire on doit vivre tout en respectant les mesures barrières et respecter les mesures édictées par les autorités sanitaires. Je pense que si tout le monde en tient l'entière responsabilité, on pourra quand même vivre tranquillement avec le virus. Si nous prenons notre responsabilité, on peut vivre avec le virus et le vaincre aussi. Après une longue attente, Mormbao de retour à Dakar et invite les Sénégalais à la vigilance et au respect des gestes barrières. Moi qui parle avec toi, j'étais au village, je suis venu il n'y a pas longtemps. C'est à cause de l'état d'urgence, je ne pouvais pas venir. Donc 3 mois pour attendre comme ça, tu ne travailles pas, c'est beaucoup quoi. Tout le monde ne peut pas attendre ça. Je suis venu maintenant. Bon, ce qu'on doit faire maintenant, on doit respecter les consignes. Ce qu'ils ont dit, on doit respecter, porter les masques, de laver les mains. Fatou Seyni Diatta lui emboîte le pas. Elle affirme que les Sénégalais doivent respecter scrupuleusement les mesures édictées par les autorités sanitaires. On doit respecter les mesures de l'État parce que on ne sait pas où on va y aller avec cette maladie. Donc on doit mettre les max et puis aider l'État avec ce combat pour notre bien. Qu'à Kédougou, les autorités veulent harmoniser pour mieux orienter les actions au profit de l'école, d'où la mise en place d'un cadre de concertation entre l'inspection d'académie et les différents acteurs intervenant dans la région. Mamadou Lamine, inspecteur d'académie de Kédougou, au micro de Soli Bouramadabo. Ici, au niveau de la région de Kédougou, nous avons des acteurs qui sont des partenaires, des sociétés minières, yuy def lu bari ci affaire wàllu éducation ak formation waaye dañoo bëgg partenaires yooyu ñu def benn cadre boo xam ni très longtemps nous avons senti la nécessité de mettre en place un cadre fédérateur des interventions des acteurs et des partenaires de l'éducation et de la formation parce qu'au niveau de la région de Kédougou nous avons beaucoup de partenaires techniques et financiers, des ONG, des sociétés minières qui investissent beaucoup de ressources dans l'éducation et la formation, mais il n'y a pas une action concertée, il n'y a pas d'harmonisation et de mutualisation de ces ressources. Bon, la mission d'abord, c'est de connaître le potentiel des acteurs. Le potentiel est là, il faut le connaître, de partager. Ensuite, de partager des informations, non seulement des informations par rapport aux actions de chaque projet, mais de mutualiser les pratiques, les bonnes pratiques, de partager les bonnes pratiques.
Ça, c'est le premier défi. Mais nous avons aussi un deuxième défi d'harmoniser, de trouver en tout cas la convergence entre les actions des différents partenaires. Il y a une organisation entre IA et partenaires, entre IF et partenaires. Mais c'est au niveau académique, au niveau régional, nous n'avons pas un cadre fédérateur. Donc nous voulons avoir une meilleure synergie entre les actions de ces partenaires. Parce qu'en réalité, si je prends l'exemple de ces minières, ils ont une entrée par collectivité territoriale. Si nous prenons l'exemple du département de Saraya, la société ou ces minières implantées dans le département de Saraya travaillent avec les collectivités territoriales de Saraya. Alors qu'on a évoqué la nécessité de pouvoir mutualiser les ressources. S'il y a une commune peut-être qui n'a pas ces ressources, qu'elle puisse bénéficier des retombées en tout cas de l'aide de ses partenaires. Burundi, États-Unis, Grande-Bretagne. Grande-Bretagne, ce sont donc les pays visités par Khady Sylla dans sa page internationale. Suivons le récit. Au Burundi, après le décès du président Pierre Nkurunziza en début de semaine, la Cour constitutionnelle avait à choisir ce vendredi entre un intérim assuré par le président de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 181 de la Constitution, ou à une interprétation de celle-ci qui autorise une intronisation immédiate du président élu. Le suspense n'a pas duré longtemps. La Cour a choisi la première option qui avait la faveur du régime burundais. Cet arrêt signe la fin de l'incertitude qui régnait autour de la succession du président Pierre Nkurunziza, décédé de manière inopinée lundi 8 juin d'un arrêt cardiaque selon le gouvernement burundais, alors que de nombreuses autres sources parlent du Covid-19. Les autorités américaines vont-elles perdre pied en recevant sur la tête la fameuse deuxième vague de contamination du coronavirus, tant redoutée dans les pays qui ont déjà perdu énormément de citoyens emportés par la pandémie? Les signes avant-coureurs tiennent en tout cas en éveil les experts scientifiques des États-Unis. Le pays est non seulement le plus endeuillé du monde et déplore à ce jour 113 820 morts, mais en plus il continue de recenser environ 20 000 nouveaux cas d'infection chaque jour. Et impossible d'arrêter cette cadence. La Géorgie est en tête de la liste noire des États désormais les plus infectés au Texas et en Caroline du Nord. Les services sanitaires constatent qu'il y a plus de malades atteints par le Covid-19 qu'on est obligé d'hospitaliser qu'au mois auparavant. La Floride et la Caroline sont en train de prendre la même montée dangereuse et dans les établissements hospitaliers de l'Arizona, 98% des lits en service de réanimation sont occupés, ce qui est un record selon les autorités locales de santé. La statue de Winston Churchill, édifiée près du Parlement britannique à Londres, n'est plus visible. Elle a été mise à l'abri dans une boîte construite spécialement. Les autorités ont décidé de cacher cette statue pour éviter qu'elle ne soit dégradée. Depuis plusieurs jours, des individus s'en prennent à des statues de personnalités controversées en raison de leur passé colonialiste. Ainsi, le week-end dernier, cette même statue de Winston Churchill avait été dégradée et l'inscription était un raciste ajouté sous le nom de l'ancien premier ministre britannique. Le chef du gouvernement, Boris Johnson, a réagi ce vendredi pour déplorer le comportement de ceux qu'il appelle des extrémistes. Des partisans du mouvement antiraciste Black Lives Matter avaient prévu de manifester à Londres ce week-end, mais les groupes extrême droite envisagent également d'organiser des contre-manifestations. Khady Sylla, merci à vous. C'est votre page internationale qui met un terme à ce rendez-vous d'information. Merci à vous, amis téléspectateurs, pour la fidélité à Walf TV. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir à toutes et à tous. L'énergie. L'énergie constitue le moteur des économies modernes. Elle est au cœur de toutes les activités de production de biens et de services. L'énergie est un des plus grands défis de l'Afrique en termes d'accès, de coût et de qualité, dans un contexte de digitalisation de nos économies. Akili, propriété de Sénélec à 34%, a pour but de développer les services énergétiques du futur par la digitalisation des systèmes électriques.
créée par des Sénégalais, pour les Sénégalais. Avec une ambition et des racines africaines, Akili promeut l'innovation technologique pour la transformation des opérateurs électriciens. Consciente de l'importance de ses collaborateurs, Akili les place au cœur de sa stratégie. Akili, c'est 100 emplois directs hautement qualifiés et 60 emplois indirects créés en 3 ans. Des docteurs, des ingénieurs, des techniciens en informatique, en électricité, en data science. Une diversité d'expériences professionnelles acquises au Sénégal et à l'international. Avec près d'un tiers de notre personnel venant de la France, des États-Unis, du Canada, de la Chine et du Maroc, nous rapatrions des talents pour contribuer à la construction du Sénégal. Avec la plupart des opérateurs électriciens africains confrontés à de grandes difficultés, nous avons choisi de les accompagner à travers des solutions intelligentes, conçues et adaptées à leurs besoins. Notre métier, c'est d'innover pour améliorer la performance des systèmes électriques à travers la supervision et la télégestion afin de transformer l'expérience des consommateurs. Les solutions personnalisées développées par Akili permettent de réduire les pertes, de mieux gérer les actifs et d'améliorer la qualité de service. Pour les consommateurs, Akili développe des solutions pour optimiser leurs contrats, faire évoluer leur comportement et améliorer la performance technique de leurs équipements. En 3 années d'existence, Akili a déjà produit des impacts tangibles pour Sénélec, pour ses clients et pour le Sénégal. Avec Sénélec, nous avons déployé le premier système de supervision intelligent du réseau de distribution. Ce système, pionnier en Afrique, baptisé SmartSen, a permis de faire économiser près d'1 milliard de francs CFA sur le réseau de Dakar, soit 3 milliards par an à l'échelle du pays, avec près de 5000 postes HTABT, 121 feeders et 17 postes sources, d'améliorer la qualité de service offert aux clients, de faciliter de manière efficace et inédite la gestion des grands événements, de réduire sensiblement l'exposition du personnel technique aux risques électriques et sanitaires. Nous avons fluidifié l'approvisionnement des compteurs avec plus de 350 000 unités fournies, avec des délais d'approvisionnement passés de 12 mois à 2,7 mois, des charges financières supprimées et des coûts d'acquisition réduits de 1,4 milliard francs CFA. En pointe de l'innovation en Afrique, nous développons l'une des premières centrales électriques virtuelles d'une puissance de 100 MW pour offrir de la flexibilité aux opérateurs. Préoccupés par leurs dépenses énergétiques, de nombreux consommateurs s'appuient sur nos solutions. Nous supervisons aujourd'hui des centaines de sites avec une puissance cumulée de 130 MW, une facture d'environ 15 milliards de francs CFA et un potentiel de 3 GWh par an. Nous sommes fiers d'incarner l'Afrique qui innove dans un monde désormais dominé par les données et les outils d'analyse et d'aide à la décision développés chez nous. Un monde où la souveraineté et la sécurité nationale exigent un haut sens du patriotisme. Pour appuyer la politique de rationalisation des ressources publiques initiée par le chef de l'État, nous aidons le secteur de l'énergie à relever un des plus grands défis de Sénélec et du Sénégal. Ainsi, dans les 10 prochaines années, nous projetons de faire économiser 500 milliards de francs CFA à Sénélec grâce à SmartSen et au déploiement généralisé des compteurs intelligents avec le projet SenAEMI. L'arrivée sur le marché de notre suite d'applications pour le suivi et la gestion des consommations va transformer positivement l'expérience des consommateurs sénégalais. Chez Akili, nous considérons la digitalisation comme un accélérateur de la croissance économique, un facteur de résilience dans des situations sanitaires ou écologiques critiques. Nous sommes pionniers dans les services énergétiques du futur, avec des solutions développées localement pour adresser les problèmes nationaux, régionaux et continentaux. Dans un contexte de promotion du contenu local, nos solutions, qui s'appuient sur notre maîtrise des technologies digitales et du génie logiciel, s'adaptent tout aussi bien au secteur de l'eau, du gaz et du pétrole. Nous sommes Akili et nous travaillons chaque jour à rendre le Sénégal et l'Afrique plus innovants dans un monde de compétition en s'appuyant sur nos valeurs cardinales de respect, d'innovation, de solidarité et d'excellence.